Moi, je me présente. Eh bien, je suis Gwenaëlle, je suis salariée de Enercop Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, comme je le disais, j'habite pas très loin de Grenoble-Chambéry, dans cette vallée-là. Mon rôle de ce soir est de faciliter ce webinaire, de l'animer. Pour information, ce webinaire est enregistré. Il va durer 1 heure maximum, donc on s'engage vraiment à vous libérer à 20 heures au plus tard pour que vous puissiez continuer votre soirée. Hop. Donc, merci à tout le monde d'avoir choisi Enercop et son énergie militante. Il y a beaucoup de bonnes énergies ce soir, ça se sent. Merci à tous et à toutes. Donc, ce soir, nous sommes là pour vous donner les clés de décrypter votre consommation électrique pour mieux la maîtriser. Ce qui est assez étonnant, c'est vrai, on peut trouver un petit paradoxe dans la proposition de ce webinaire parce que vous pouvez vous demander pourquoi un fournisseur d'électricité qui doit faire de l'argent et espérer que ses clients consomment le plus possible donnerait des conseils pour consommer le minimum. Eh bien, la réponse, c'est que nous ne sommes pas un fournisseur comme les autres, puisque nous sommes une coopérative et comme toutes les coopératives, nous poursuivons un but qui est différent que le partage des bénéfices. Donc le profit n'est clairement pas notre intérêt. Nous, notre intérêt est vraiment porté sur le collectif et comment collectivement, eh bien, nous pouvons répondre aux enjeux de sobriété énergétique visés pour 2050. D'ailleurs, Enercop l'a inscrit dans sa charte, enfin le réseau Enercop l'a inscrit dans sa charte. Notre vision est celle d'une société sobre et autosuffisante en énergie et donc nos missions euh, et donc, nous mettons du corps dans nos missions, pardon, pour développer des solutions bien d'aide à la réduction des consommations énergétiques pour favoriser une transition énergétique citoyenne. Pour compléter cette petite présentation du réseau Enercop, eh bien, nous sommes donc un réseau de coopératives de la transition énergétique et nos rôles s'appuient sur 3 piliers. Donc, producteur d'énergie renouvelable, fournisseur d'énergie renouvelable et développeur de solutions pour la sobriété et l'efficacité énergétique. Et c'est bien ce qui nous amène ce soir, puisque nous allons zoomer sur ce troisième volet pour vous détailler quels outils Enercop met en place pour vous accompagner sur le chemin des économies et de la sobriété. Pour vous présenter le cœur du sujet, ce sera Robin, votre expert de la soirée, accompagné de Lisa, Adrien, Clément, qui prendront soin de récolter toutes vos questions que vous poserez dans le petit module questions-réponses en bas de votre écran sur Zoom. Donc, nous avons 1 heure de webinaire, environ 30 minutes de présentation, ce qui laissera environ 30 minutes de questions-réponses. Et d'ailleurs, pour compléter sur la manière dont vous allez poser vos questions, eh bien, vous pouvez donner plus de poids à certaines questions qui vous intéressent en mettant un petit like, un petit pouce, donc vraiment à la manière des réseaux sociaux, quand vous allez approuver, valider un commentaire. Donc nous, ça va nous aider vraiment à filtrer et à sélectionner les questions les plus pertinentes pour la communauté de ce soir. Tac, tac. Et oui, et donc le webinaire, avant d'oublier et de passer la parole à Robin, donc comme je vous le disais en introduction, il est bien enregistré et vous pourrez le retrouver sur YouTube et sur Le Village, donc Le Village, la plateforme dédiée aux sociétaires Enercop. Eh bien, c'est parti. Robin, je te laisse la parole pour nous présenter ce webinaire sur décrypter son suivi de sa consommation. Tout C'est à à toi. fait. Merci Gwenaëlle, j'espère que vous m'entendez bien. Bonsoir à toutes et tous. Et du coup, comme Gwenaëlle l'a bien dit, le but du webinaire, ça va être donc de vous présenter les outils d'Enercop qui vous permettent de mieux comprendre les enjeux autour de votre consommation d'énergie, vous permettre également de faire un suivi mesuré de vos usages, que vous soyez client, cliente ou non, et également trouver les conseils adaptés pour faire des économies d'énergie dans votre foyer, voire dans votre entreprise. Bon, à savoir qu'aujourd'hui, on a une majorité de particuliers, donc on va plutôt se concentrer sur ce public-là. Mais voilà, si vous êtes professionnel, vous pouvez également poser vos questions dans le module questions et réponses. N'hésitez pas, on essaiera quand même d'y répondre à la fin de ma présentation. En termes de déroulé, on va suivre
un déroulé assez simple en 3 parties. Une première partie qui sera concentrée sur les outils grand public, donc qui sont accessibles sans restriction. Ensuite, on se concentrera sur les outils clients, donc voilà, comme son nom l'indique, réservés aux clients Enercop. Et enfin, une dernière partie sur les outils sociétaires, donc pour les détenteurs d'au moins une part sociale. Et donc, il y aura évidemment, à la suite de cette présentation, un temps dédié aux questions. Et du coup, voilà, comme ça a été dit, n'hésitez pas à poser vos questions dans le module Q et R, et sachant qu'il y aura dans les personnes qui animent ce module-là déjà des réponses qui seront données au fur et à mesure. Et du coup, bah, sans plus attendre, je vous propose de parler des outils grand public. Le premier des outils grand public, c'est la lettre d'info. Donc, c'est tout simplement une newsletter que vous pouvez recevoir tous les mois et qui vous permet d'être au courant des actualités des coopératives du réseau. C'est une newsletter qui est régionalisée, donc en fonction de votre région, vous aurez des informations sur la coopérative qui vous concerne. Et puis en l'occurrence, pour ce qui nous concerne et ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui, cette lettre d'info propose toujours des conseils d'économie d'énergie. En général, on essaye de proposer des conseils qui sont adaptés à la saison en cours. Donc, typiquement en hiver, plutôt des conseils sur le chauffage. L'été, ça sera plutôt lié au refroidissement ou au départ en vacances. C'est très simple pour la recevoir. Pour ça, il suffit d'aller sur la page principale du site d'Enercop et de renseigner votre email ainsi que votre code postal pour vous inscrire. Voilà, je ne m'attarde pas trop sur la lettre d'info. Je passe directement à un autre outil un peu plus poussé et plus complet, qui s'appelle donc la boîte à outils. Alors j'espère que vous apprécierez le petit jeu de mots avec le mot valise formé du mot boîte pour boîte à outils et de watt pour l'unité de mesure de la puissance électrique. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une section de notre blog dédiée aux éco-gestes qui est à la fois organisée pièce par pièce. Typiquement, voilà, une section qui sera dédiée à la cuisine, une autre à la salle de bain, au bureau, et une autre organisation avec une organisation par thématique. Et donc là, des conseils vraiment ciblés, typiquement sur le confort thermique, les luminaires ou par exemple l'analyse de vos consommations. Et pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, je vous propose d'aller faire un tour sur cet outil. Donc là, je suis sur le site Enercop. Pour y accéder, c'est assez simple. Il suffit de vous rendre dans nos services et, pardon, je réalise des économies d'énergie. Et voilà, normalement, vous atterrissez directement sur la boîte. Alors, il y a un petit effet démo. Voilà, parfait. Donc là, vous allez pouvoir, il y a énormément de contenu, donc je passe rapidement. Typiquement, ce que je vous disais tout à l'heure, donc c'est les éco-gestes pièce par pièce. Donc ça, c'est assez intéressant parce que du coup, les conseils vont être très ciblés. Et l'autre organisation dont je vous parlais, c'est une organisation thématique avec, donc je le disais, le confort thermique. Et là, nous, pour ce qui va nous intéresser, on va regarder dans décrypter mes consommations. Et dans décrypter mes consommations, on va avoir donc toute une palette de thématiques. Et je vous propose d'aller regarder un peu du côté des consos cachés, donc, ou autrement, on appelle aussi la consommation rémanente. Euh, et voilà, ben, j'en profite aussi pour présenter un peu ce que c'est. Donc, la consommation rémanente, c'est une consommation résiduelle de tous vos appareils qui sont en marche continue, comme par exemple votre frigo, votre box Internet et tous vos appareils en veille. Elle va constituer un socle de consommation journalier qui va être typiquement mesurable la nuit quand vous n'avez pas d'autres consommations de vos appareils électriques. Et elle va varier au cours de l'année, enfin, ou en tout cas, elle peut varier au cours de l'année, puisque bah, si je prends l'exemple du frigo, en fonction de la saison, sa consommation va évoluer, voire même votre consommation rémanente peut augmenter. Si je prends l'exemple du frigo, vous l'entretenez pas, il n'est pas dégivré, à ce moment-là, vous allez avoir une consommation rémanente qui va augmenter. Voilà. Après, à cette consommation résiduelle s'ajoute évidemment une consommation liée à vos usages spécifiques d'électricité, par exemple un four électrique, un aspirateur.
Et donc, en sommant le total, vous allez retomber évidemment sur votre consommation quotidienne qui sera facturée par votre fournisseur d'électricité. Voilà, on va quitter la boîte et là-dessus, tout ça pour vous dire que c'est un outil qui est très riche, qui est complété et mis à jour régulièrement. Donc, vraiment, je vous encourage à y accéder. Et encore une fois, là, on est vraiment dans les outils grand public. Donc, il n'y a pas de restriction d'accès. Euh, Rapidement, je passe aussi sur les webinaires plus actes, moins de watts, parce que bah, typiquement, là, on est un peu sur ce genre de format-là comme aujourd'hui. Donc, c'est des webinaires euh, qui sont thématiques avec pas mal de conseils et aussi des réponses à toutes les questions qui sont posées en direct, des conseils qui sont toujours d'actualité. Donc, voilà, je vous encourage à les visionner pour ceux que ça intéresse, sachant qu'ils sont pour certains accessibles directement depuis notre chaîne YouTube, puisque voilà, on propose régulièrement des webinaires publics. Je passe ensuite sur un autre outil qui sera donc le dernier outil grand public, l'assistant EcoJoco. Euh, Qu'est-ce que c'est? C'est une solution complète de suivi en temps réel de vos consommations électriques qui est proposée par EcoJoco, un partenaire de confiance d'Enercop. C'est un outil qui a une solution qui est vraiment intéressante, qu'elle se compose tout d'abord d'un capteur euh, qui suffit de placer sur votre disjoncteur et qui est compatible avec tous les types de compteurs. Ensuite, vous allez avoir un boîtier donc, que vous voyez en bas de la slide et donc qui va vous indiquer la puissance consommée à chaque instant. Et donc ça, c'est assez intéressant parce que ça vous permet vraiment de visualiser concrètement votre consommation en temps réel et à l'aide d'un boîtier très simple à lire. Et enfin, le dernier volet de cette solution, c'est une application mobile qui va analyser de manière automatique et personnalisée vos consommations pour vous proposer une décomposition par usage et du coup vous permettre de faire des économies. En moyenne, les clients EcoJoco économisent enfin 18% de leur consommation. En tout cas, ça, c'est les retours d'EcoJoco. Nous, de notre côté, chez Enercop, on a eu des retours très positifs. Et à savoir aussi, un point intéressant, que c'est une solution qui est disponible à l'achat ou à la location et qu'on propose chez Enercop un code promo qui vous permet de bénéficier de moins 15% sur l'achat de votre solution EcoJoco ou d'un mois de location offert. Pour l'obtenir, c'est assez simple. Il suffit de le commander en ligne. On a une page EcoJoco sur le site Enercop. Et puis ensuite, ça vous est envoyé par la poste. Voilà pour les outils grand public. Donc, on a vu la lettre d'info, la boîte à outils, les webinaires plus d'actes, moins de watts et l'assistant EcoJoco. Si vous avez des questions relatives à ces outils, n'hésitez pas encore une fois à les poser dans le module Zoom questions-réponses et on pourra soit y répondre directement dans le chat au fur et à mesure, soit à la fin de ma présentation. Je passe ensuite donc sur les outils clients avec un premier outil, le Conso Quiz. C'est une animation par nos salariés experts sur les questions énergétiques d'un quiz interactif qui dure 1 heure et qui se passe en vidéo. Euh, donc c'est assez ludique, ça permet de tester vos connaissances sur les économies d'énergie de manière collective. En général, on a entre 30 et 50 participants, participantes. Voilà, c'est très pédagogique. C'est vraiment accessible à tous et toutes. Donc, il y a pas de limite sur le niveau, que vous soyez vraiment débutant ou même expert, parce qu'on partage pas mal euh, d'infos aussi de culture générale. Et puis, c'est l'occasion de partager des astuces et des éco-gestes. Donc, voilà, c'est vraiment pour tout public. Et en termes de fréquence, on l'anime en moyenne 1 fois par mois et c'est un atelier qui est gratuit. Voilà, sachant qu'on a une page dédiée sur notre site pour vous inscrire où on envoie aussi régulièrement des invitations par mail à nos clients. Je passe ensuite à l'espace client, là, qui est un peu plus consistant comme outil. Donc évidemment, l'espace client vous permet de télécharger vos dernières factures, faire certaines modifications sur votre contrat, de contacter le service client. Pour les sociétaires de gérer vos parts sociales, mais aussi, et c'est ce qui nous intéresse encore une fois aujourd'hui, de suivre vos consommations électriques. Donc pour ça, il suffit d'aller dans l'onglet consommation
Donc, si je retourne sur la page d'accueil de l'espace client, donc aujourd'hui, on est sur l'espace client de Lisa qui a gentiment accepté de mettre à disposition de son espace client. Il suffit pour cela d'aller dans l'onglet consommation. La première chose que vous allez voir apparaître, du coup, c'est votre consommation facturée. Euh, donc là, c'est typiquement des valeurs que vous allez retrouver dans vos factures. Mais, et c'est ça qui va être assez intéressant et utile aujourd'hui, c'est si vous avez un compteur Linky, donc un compteur communicant, et que vous souhaitez avoir plus de détails sur vos consommations, et ben c'est possible. Pour ça, il suffit d'aller. La première chose à faire, c'est d'aller dans les autorisations pour activer le partage de vos données avec Enercop. Et ce qui va nous permettre ensuite, si je reviens sur l'onglet de consommation, d'accéder à des valeurs beaucoup plus détaillées. Donc pour ça, on va regarder typiquement à différents pas de temps. Si je regarde tout d'abord au pas de temps horaire, donc qui est le pas le plus détaillé, donc dans certains cas, il est même infra-horaire. Là, on voit que c'est un pas de temps à la demi-heure. Bon, l'idée voilà, de ce pas de temps, c'est vraiment de pouvoir faire des tests avec certains appareils électriques pour, sur une journée, être capable de tester l'influence et l'impact de certains appareils sur votre consommation. Là, dans ce cas-là, ce qu'on voit, c'est essentiellement une consommation d'un frigo avec des pics réguliers. Donc, bon, voilà, pas forcément énormément de choses à dire sur ce graphe-là. Euh, Ensuite, si on passe à un pas de temps un peu moins fin, on va pouvoir observer la consommation quotidienne, donc jour par jour, sur un mois donné. Et on va prendre par exemple le mois d'août. Ce qui est intéressant de voir, c'est on parlait de consommation rémanente un peu plus tôt. Typiquement, là, ce qu'on observe du 9 au 18 août, c'est une consommation assez stable et relativement faible par rapport aux autres journées. Et donc là, c'est typiquement ce qu'on peut identifier comme un départ en vacances. Et donc, la seule consommation qui va rester ici, ça va être une consommation des appareils en veille ou justement des appareils en marche continue. Donc, c'est cette fameuse consommation rémanente qui va ici, dans le cas de Lisa, tourner autour de 1,2 kWh par jour. Euh, voilà, donc c'est assez intéressant, ne serait-ce que pour avoir ce niveau de détail-là. Ensuite, on peut remonter à un niveau encore supérieur. Et donc là, constater sur ce graphe une consommation mois par mois qu'on peut depuis peu comparer avec l'année précédente. Là, la première chose qu'on va pouvoir constater dans le cas de l'ISAL, c'est qu'on n'a pas de saisonnalité, c'est-à-dire que la consommation ne varie pas de manière significative avec les températures extérieures, c'est-à-dire que, et donc, pardon, la conclusion, c'est qu'en fait, l'ISA n'a pas de chauffage électrique, parce que si c'était le cas, l'hiver, on observerait une consommation beaucoup plus importante liée à ces appareils, ces appareils de chauffage. Donc voilà, c'est déjà une première conclusion qu'on peut tirer. Et ensuite, pour la comparaison d'une année sur l'autre, d'un mois à l'autre, pardon, on peut observer typiquement sur cette comparaison-là qu'en 2022, en début d'année, la consommation a été plus faible qu'en 2023, donc les barres bleues, et donc qui peut typiquement s'apparenter à un départ prolongé. Et ce que m'a confirmé Lisa, effectivement, en début de cette année, elle n'était pas présente chez elle. Donc ça, c'est des choses qu'on peut voir assez bien sur ce genre de graphe. Et le dernier niveau de détail, qui est vraiment le plus grossier, ça va être le niveau annuel. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On peut comparer d'une année sur l'autre la consommation. Alors, petit piège, 2023 étant incomplète, la comparaison ne sera pas forcément pertinente avec 2022, mais entre 2022 et 2021, on peut remarquer que la consommation 2022 a été supérieure à celle de 2021, sachant qu'on a vu juste avant que il n'y avait pas que l'ISA n'avait pas de chauffage électrique, elle ne devrait pas dépendre du climat. Donc, on peut vraiment constater une augmentation de la consommation en 2022 typiquement lié à un changement d'habitude de consommation ou à un remplacement d'appareils. Et du coup, encore une fois, après discussion avec Lisa, elle m'a confirmé que en 2022, elle avait récupéré un vieux frigo, donc qui avait tendance à consommer plus que, que son frigo précédent. Voilà, donc ça c'est sur la partie consommation. Je passe ensuite sur un autre onglet qui est aussi très intéressant qui s'appelle puissance maximale. Alors, juste un
tout petit rappel, je vais essayer d'être bref, mais pour bien situer donc, la différence entre la puissance et la consommation. Donc la consommation d'électricité ou d'énergie dont on vient de parler, c'est une quantité d'électricité qui va s'accumuler. Et donc par exemple, pour prendre un exemple, plus vous utilisez votre four longtemps, plus votre consommation électrique va être élevée. À l'inverse, la puissance électrique, donc là qui s'affiche dans cet onglet, c'est une quantité instantanée. Et donc pour reprendre l'exemple du four, c'est l'énergie dont il a besoin, votre four, à chaque instant pour fonctionner. Et donc ça va pas, c'est pas une quantité qui est cumulative. Souvent, on utilise l'analogie du robinet pour l'expliquer. La puissance électrique, c'est ce qui va correspondre au débit du robinet, tandis que la consommation électrique, c'est la quantité d'eau qui a coulé. Donc là, je reviens sur cet onglet puissance maximale. Et donc, la première chose que vous allez pouvoir faire, c'est comparer la puissance maximale que vous avez atteinte chaque mois de l'année avec votre puissance souscrite sur votre contrat Enercop qui s'affiche en pointillé ici. Donc là, dans le cas de Lisa, on voit que ça dépasse régulièrement. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller regarder à une maille un peu plus fine. Et donc, si on regarde sur le dernier mois, on voit que finalement, il y a eu un dépassement, mais relativement, euh, enfin, quelques journées de dépassement. Et donc là, voilà, tant que ça saute pas, parce il y a une tolérance du Linky, on peut rester sur cette puissance souscrite, il n'y aura pas de souci. Si en revanche les plombs commencent à sauter régulièrement, on pourra lui conseiller de rehausser sa puissance souscrite. Donc voilà pour l'espace client. Je reviens sur ma présentation et je vous présente du coup un autre outil qui est proposé à nos clients qui sont les rapports d'analyse Mon Suivi Conso. Donc ce sont des rapports d'analyse qu'on envoie chaque trimestre à nos clients équipés d'un Linky et qui ont activé l'autorisation de collecte des données par Enercop. Et donc, l'intérêt de ces rapports, c'est de vous proposer des analyses à chaque trimestre qui vont être différentes et surtout qui sont basées sur vos historiques réels de consommation et donc vraiment qui se basent sur vos habitudes de consommation. En première page des rapports, on a toujours une section thématique qui va changer à chaque saison. Là, le rapport qu'on vient d'envoyer cet automne, il était centré, donc la première page était centrée sur l'optimisation de la puissance souscrite. Donc, on vient d'en parler, la puissance souscrite. On a proposé à tous les clients qui recevaient le Mon Suivi Conso d'ajuster leur puissance souscrite à la valeur la plus pertinente pour faire des économies sur leur abonnement. Ensuite, en hiver, on propose une comparaison de la consommation saisonnière d'une année sur l'autre en corrigeant des variations climatiques. Au printemps, on propose une optimisation, cette fois-ci de la formule tarifaire, donc entre les tarifs base, heure pleine, heure creuse ou 4 cadrans. Et enfin, en été, on vient comparer la consommation des clients avec des profils similaires. Donc ça, c'est cette première page qui est un peu le module principal de chaque saison. Et ensuite, en deuxième page, on vient proposer une analyse rétrospective des 3 derniers mois. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Alors déjà, un élément qui est assez récent et qui est plutôt utile, c'est du coup de pouvoir récupérer l'ensemble de vos rapports Mon Suivi Conso dans l'espace client. Donc, comme on peut le voir ici, on est toujours dans l'onglet consommation et donc il y a une sous-onglet Mon Suivi Conso qui vous permet directement d'accéder à vos anciens rapports. Et si on regarde un rapport en particulier, donc cette fois-ci, c'est Adrien qui est aussi avec nous en commentaire aujourd'hui. Euh, on peut regarder donc là le dernier rapport Mon Suivi Conso de cet automne. Donc, en première page que vous disiez tout à l'heure, donc c'est le module principal avec l'optimisation de la puissance souscrite. Donc, typiquement, dans le cas d'Adrien, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une optimisation qui est possible en passant de 8 kVA à 7 kVA. Pareil, j'en profite pour vous dire que maintenant, avec les compteurs Linky, il est possible d'ajuster son abonnement et sa puissance souscrite au kVA près. Et donc là, voilà, typiquement, c'est une vingtaine d'euros qui peuvent être économisés sans rien faire sur l'année, donc c'est assez intéressant. Et si je passe ensuite à la deuxième page du rapport, donc là, c'est une analyse des 3 derniers mois. Et donc, la première partie de cette deuxième page, elle va être concentrée sur la consommation rémanente. Encore une fois, on en a parlé déjà tout à l'heure, vous commencez à être familier, familière. Ici, l'analyse, elle est un peu à prendre avec des pincettes parce qu'en fait, Adrien est équipé de panneaux solaires.
qui fait que régulièrement, sa consommation électrique descend sous les 0 kWh. Donc, en fait, dans ce cas de figure-là, c'est compliqué en fait, de détecter la consommation rémanente réelle. Bon, là, en l'occurrence, c'est moins intéressant. En revanche, si on regarde sur le dernier module, qui présente une carte de chaleur. Donc, juste pour rappel, une carte de chaleur, donc c'est une visualisation sous forme de calendrier hebdomadaire des données à l'aide d'un code couleur, donc bleu marine pour les consommations élevées, bleu roi pour les consommations moyennes et bleu ciel pour les consommations faibles. Et donc, l'intérêt de cette visualisation, pardon, c'est de vous permettre de repérer les périodes de surconsommation ou de faible consommation et de repérer aussi parfois des motifs de consommation, typiquement si vous avez tendance à beaucoup consommer le week-end ou certains jours spécifiques de la semaine. Dans le cas d'Adrien, ce qu'on peut voir sur sa carte de chaleur, c'est le fait qu'en août, il y a eu 4 jours d'affilée de consommation relativement faible. Donc, dans son cas précis, ça correspond à un week-end prolongé, donc sans surprise. À l'inverse, autour du 8 juin ou du 28 août, on voit qu'il y a eu des consommations assez élevées. Et à nouveau, après discussion avec Adrien, il s'agit en fait de périodes de travaux chez lui. Et donc avec plus de monde et des appareils électriques à faire tourner. Donc pareil, c'est des choses qui peuvent être, qui s'expliquent. Et donc si je reviens ensuite sur ma présentation, on a fait donc le tour des outils clients. À nouveau, si vous avez des questions donc relatives soit au conso quiz, à l'espace client ou au rapport mon suivi conso, n'hésitez pas à les poser dans le module Zoom questions-réponses. Et donc, on arrive à la dernière partie de ma présentation qui concerne cette fois-ci les outils sociétaires. Donc, qui seront uniquement accessibles aux détenteurs d'une ou plusieurs parts sociales de l'une des coopératives du réseau Enercop. Et là-dessus, si vous avez des questions, je laisserai Lisa et Gwenaëlle y répondre. Elles sont bien plus à l'aise que moi là-dessus. Euh, L'outil en question, c'est le village. Et donc, qu'est-ce que le village? C'est un réseau social de partage de vos retours d'expérience et d'échange de conseils ou de bonnes pratiques entre sociétaires et salariés. Les salariés sont aussi, en tant que sociétaires, présents sur le village. Et donc, ce qui va nous intéresser, nous, sur le village plus particulièrement, c'est un espace qui est dédié aux économies d'énergie et à l'autoconsommation. Alors, pour ça, il faut demander à le rejoindre, mais c'est complètement libre d'accès. Donc, là-dessus, c'est très, très simple. Et pour vous montrer à quoi ça ressemble, j'ai pris un exemple. Donc là, par exemple, on a un sociétaire qui souhaite détartrer son chauffe-eau et qui demande du coup à d'autres coopérateurs s'ils ont des conseils ou des retours d'expérience. Donc, on peut regarder un peu, un peu plus bas, on va voir tout de suite qu'effectivement, il y a des sociétaires qui ont eu le même genre de problème avec une belle photo de chauffe-eau entartré. Et pareil, si je descends encore, on va voir qu'il y a donc, d'autres d'autres sociétaires qui proposent des analyses avec des retours d'expérience basés là, on voit sur l'espace client Enercop. Voilà, donc vraiment, c'est un réseau social très, très riche. Faut pas hésiter à poser vos questions. Et encore une fois, il y aura à la fois des sociétaires et des salariés qui pourront vous répondre. Je retourne sur ma présentation puisqu'on arrive à la fin. Merci tout d'abord de m'avoir écouté et puis bah, je vais essayer de répondre maintenant au mieux à vos questions. Je ne sais pas si Gonaël, tu as peut-être des premières questions. Oui, oui, tout à fait. Il y en a plein. Donc, merci à l'équipe dans les coulisses de nous avoir sélectionné quelques questions. Elles sont vraiment très nombreuses. Donc, on va faire au mieux pour répondre à celles qui ont eu le plus de likes parce qu'on se doute que ce sont peut-être des questions qui intéressent le plus grand nombre. Tout est relatif. Bon, en tout cas, Robin, voici une première question de la part de Swazik qui nous dit que le pic de ma consommation a lieu quand mon chauffe-eau démarre le soir en heure creuse. Et elle se demande, est-ce qu'il peut être intéressant de ne le faire chauffer qu'une nuit sur deux ou est-ce que cela reviendra au même en précisant que celui-ci chauffera plus longtemps, 4 heures par exemple, au lieu de 2 heures chaque nuit.
Alors bon, c'est toujours des cas un peu particuliers. C'est difficile d'établir des règles absolues. Le mieux étant, je le disais tout à l'heure, de le tester. Et donc ça, c'est possible justement grâce à l'espace client Enercop. Si vous n'êtes pas chez Enercop, normalement, votre fournisseur d'électricité il vous propose aussi une visualisation de vos consommations. Donc, on va dire que le mieux, c'est de tester. Après, je comprends l'idée en limitant le nombre de périodes de chauffe. Normalement, un ballon, il est quand même bien isolé. S'il n'a pas de défaut, qu'il est relativement récent, ça ne devrait pas faire de grosses différences. En revanche, là où ça peut être intéressant, c'est lorsque vous partez typiquement en vacances sur plusieurs jours. Donc, je crois que l'ordre de grandeur, c'est au-delà de 3-4 jours, 5 jours si vous voulez être sûr. Là, pour le coup, c'est vraiment intéressant d'éteindre votre ballon d'eau chaude parce que il va chauffer pour rien. Et même si votre ballon est bien isolé, vous allez quand même finir par perdre, enfin, par consommer de l'énergie pour rien et donc perdre des sous aussi. Alors, c'est très bien que tu me dis ça, Robin, parce que justement, Swazik a complété sa question et demande enfin, lorsqu'elle est absente et que personne n'était présent dans la maison, chauffe-eau éteint en l'occurrence, elle a eu des jours avec consommation moyenne qui sont apparus. Est-ce que c'est juste lié à la consommation rémanente? Frigo, congélo, emploi Euh, moyen. Ouais, alors si son ballon était bien coupé, effectivement, a priori, ça va être tous les autres appareils en marche continue. Donc, tout à fait, hein, c'est exactement ça, c'est la consommation rémanente avec le frigo, ça peut être tous les appareils en veille, voire même des fois, il y a des consommations un peu cachées, si votre téléviseur ou des chargeurs d'ordinateur ou autres sont branchés, même si le chargeur n'est pas branché aux deux extrémités, mais uniquement sur la prise secteur, le petit boîtier en fait du chargeur, qui est ce qu'on appelle un transformateur, va consommer une énergie relativement faible, mais du coup, sur une durée assez importante, ça finit par peser un peu. Ok, très bien. Et pour continuer sur le chauffe-eau, une question de Francine qui nous demande comment connaître la consommation de son chauffe-eau électrique et savoir s'il faut le changer s'il est très entartré. Ouais, alors bon, ça va enfin, le conseil un peu générique que je donnerais, c'est d'aller regarder dans le manuel de son chauffe-eau. En général, c'est indiqué. En tout cas, ça, c'est la consommation nominale quand il fonctionne bien. Après, alors, pareil, ça, c'est comme pour le frigo. Un conseil d'entretien, c'est de le détartrer en moyenne. Je crois que c'est tous les 2 ans. Idéalement, les installateurs conseillent parfois 1 an. Ça dépend si l'eau de votre ville est très calcaire. Donc, effectivement, il va y avoir une dégradation et donc idéalement, si vous pouvez le détartrer au moins tous les 2 ans, c'est quand même plutôt une bonne pratique. Après, pour avoir une mesure précise, c'est pas forcément évident, parce que justement, comme on le disait juste avant, avec la consommation rémanente, il y a pas mal d'autres appareils qui vont consommer. Euh, voilà, c'est pas toujours extrêmement visible. En général, les chauffe-eau, il y a quand même des pics de consommation, puisque ils s'allument pas, ils chauffent pas l'eau en continu. Donc, sur votre espace client, si vous avez une visualisation suffisamment précise, en général, si la consommation elle dépasse les quelques kilowattheures, là on a vu tout à l'heure le frigo de Lisa était plutôt autour de 1 kilowattheure de consommation. Si on est plutôt au-delà de ça, 2, 3, voire une dizaine, ça peut typiquement être votre chauffe-eau et à ce moment-là, par déduction, c'est possible en supprimant les consommations rémanentes mesurées à d'autres instants, on peut à peu près estimer la valeur. Mais c'est vrai que, bon, voilà, ça ne sera pas forcément extrêmement précis. Ok, merci Robin. Autre registre de questions sur un véhicule électrique, donc la question de Claudie qui demande, nous avons un véhicule électrique que nous mettons en charge le soir, du coup, est-ce que la conso est inclue dans la conso rémanente?
Alors, encore une fois, la consommation rémanente, hein, c'est une manière d'englober et de décrire un peu une partie, enfin, de votre profil de consommation. Après, il n'y a pas enfin, sur l'espace client Enercop, par exemple, vous n'allez pas retrouver un découpage de manière très très claire, parce que euh, encore une fois, la consommation rémanente, en fait, c'est censé constituer un socle de consommation sous lequel vous descendez pas lié à la consommation de vos appareils en continu. Donc, si vous prenez votre véhicule électrique, effectivement, si ça fait partie de vos habitudes de consommation et que c'est quelque chose que vous branchez tous les soirs, euh, bon, voilà, après, enfin, on peut considérer que ça fait partie de ce socle-là. Mais comme en fait, ça va dépendre de votre usage, typiquement, si vous laissez votre voiture chez vous, je sais pas, vous partez en train ailleurs en vacances, normalement votre chargeur va une fois que votre voiture sera chargée, ça ne chargera plus la voiture et donc votre consommation, ce fameux stock de consommation va baisser, il ne prendra plus en compte cette consommation du véhicule électrique. Donc on va dire que ça dépend de votre usage. A priori, c'est pas forcément le genre d'appareil voilà, qui rentre nécessairement dans la consommation rémanente puisque ça va dépendre de votre usage. Ok, merci Robin. Donc, une réponse toute relative en fonction de l'usage. Ok. Alors, nous avons plusieurs questions sur le suivi conso, l'espace client. Alors, Patrick qui demande sur l'espace client, est-ce que les graphes de consommation distinguent les heures pleines et les heures creuses? Alors sur l'espace client Enercop, de mémoire, je ne crois pas qu'il y ait cette distinction-là. En revanche, dans les rapports d'analyse mon suivi conso qu'on propose, et notamment au printemps, lorsque on réalise les optimisations des formules tarifaires, on vient évidemment distinguer les consommations selon les plages, alors, creuses, heures pleines, voire quand c'est 4 cadrans en basse saison, haute saison pour pouvoir réaliser une optimisation au plus près. Mais sur l'espace client Enercop, on l'a vu tout à l'heure, en fait, les consommations s'affichent sous forme de graphique en barre et il n'y a pas il y a pas d'affichage des heures pleines, heures creuses directement sur l'espace client, en tout cas pas aujourd'hui. Peut-être à venir. Oui, j'allais te demander, est-ce qu'il y a quelque chose dans les bacs? Beaucoup de choses dans les bacs, mais en tout cas, évidemment, ouais, on communiquera là-dessus dès que ça sera le cas. Ok, pas de spoil. Bon, en tout cas, restez chez Enercop, C'est ça. tout peut arriver. Alors, sur... tac, tac. Eh bien, une question avec le compteur. Ah oui, une question de Nicole. Pouvons-nous obtenir les mêmes renseignements, puissance maximale, suivi conso, si nous n'avons pas le compteur Linky? Alors, si je prends le cas d'une particulière, et donc j'imagine avec un compteur, un petit compteur, ce qu'on appelle les compteurs C5, a priori, les seuls compteurs communicants, à ma connaissance en tout cas, ce sont les compteurs Linky. Donc, si le compteur c'est pas un compteur Linky, j'en déduis qu'il n'est pas communicant. Et sans compteur communicant, en fait, on ne peut pas envoyer de rapport d'analyse mon suivi conso, puisque toutes les analyses qu'on propose sont basées précisément sur des relevés de consommation détaillés grâce à ces fameux compteurs communicants. Donc, a priori, non, malheureusement. Ok, une réponse très claire. Et pour poursuivre sur le compteur Linky, une question de... Alors, attendez. De Claudie, si nous dépassons la puissance souscrite, est-ce que le compteur de la maison qui disjoncte ou est-ce le compteur Linky à l'extérieur de la maison? Est-ce facile à remettre en marche? Alors normalement oui, quand les plombs sautent, la manip à faire pour les remettre pour remettre les plombs, elle est très simple. Euh, Sachant que, alors si je dis pas de bêtises, je suis pas expert là-dessus, c'est plutôt le boulot d'un électricien, mais
a priori, le compteur, il fait plutôt la mesure. Je suis pas sûr que le, le switch s'opère sur le compteur là-dessus. J'avoue, je veux pas dire de bêtises, parce en gros, ce qu'il faut distinguer, c'est le compteur, le boîtier Linky, et ensuite, il y a aussi le tableau électrique sur lequel il y a aussi un disjoncteur. Euh, Dans tous les cas, normalement, enfin, ces boîtiers-là sont faits pour pouvoir être réenclenchés très facilement, pour pas vous bloquer et vous empêcher derrière d'avoir accès à l'électricité, que ce soit pour votre frigo ou autre. Donc normalement, oui, ça se remet en marche très facilement. Bon, après, c'est plus que si votre puissance souscrite est vraiment mal ajustée et que du coup, vous retrouvez à avoir les plombs qui sautent au moment où vous allumez la lumière ou enfin, bon, enfin, il y a peu de chance, mais voilà, si dès qu'il y a deux appareils en marche, ça saute, ça peut quand même vite devenir embêtant, et même si c'est simple à réactiver, à réenclencher, bon, clairement, le conseil, c'est quand même de rehausser votre puissance souscrite. Mais normalement, oui, ça se fait très simplement, hein, c'est designé pour. Et par rapport à la puissance souscrite, on fait appel au service client si on a besoin de changer. Ouais, tout à fait, ça passe là-dessus, que ce soit par mail sur votre espace client ou par téléphone. Vous pouvez très simplement contacter le service relations clients d'Enercop qui opérera le changement si besoin, sachant que aussi, une petite précision là-dessus, si vous avez déjà modifié votre puissance souscrite dans les 12 derniers mois, là c'est Enedis qui va vous facturer 50 euros. Donc, faut quand même faire attention lorsque vous modifiez la puissance souscrite. C'est pour ça que nous, on propose un module d'analyse qui se base sur vos habitudes de consommation réelles et sur votre profil de l'année écoulée. Comme ça, on a un aperçu complet de votre profil de consommation. Mais voilà, ça se fait simplement via le service client d'Enercop, mais il y a quand même des restrictions pour éviter que Enedis se retrouve à devoir changer tous les 2 mois les puissances de tout le monde. Ok, très clair. Merci. Sur le suivi conso, c'est une question de Josette qui nous demande quand est-ce qu'on reçoit son premier suivi conso, sachant que la souscription date de juin 2023 pour cette personne. Ouais, alors, très bonne question. Donc, la première chose à faire, c'est de vous rendre sur l'espace client et je le montrais tout à l'heure dans l'onglet consommation, le sous-onglet autorisation d'activer, de cocher les différentes cases. Donc, ça, c'est ce qui va vous permettre, enfin, ce qui va nous permettre plutôt à Enercop de récolter vos données et donc être en mesure de proposer ces analyses. Après, une des conditions qui va aussi jouer, que je ne vais pas forcément préciser là, mais c'est que pour pouvoir proposer des analyses pertinentes, il faut un minimum d'historique dans vos données. Sinon, en fait, le rapport sera quasiment vide. Donc, ça dépend des rapports, parce que selon le module, on n'a pas forcément besoin du même historique. Je le disais tout à l'heure, la deuxième page, elle se concentre en général sur les 3 derniers mois. En revanche, la première page et le premier module, le module principal, se base sur des historiques qui varient entre 12 et 24 mois. Donc là-dessus, voilà, on essaye quand même de proposer assez rapidement des rapports mon suivi conso, même quand les données sont pas complètement, enfin parfaitement complètes. Je dirais que si la souscription s'est faite en juin, que l'activation des données s'est faite quasiment simultanément, en général, rapport d'hiver ou en tout cas de printemps. Donc l'hiver, on l'enverra en janvier. Celui de printemps, ça sera en avril. Donc voilà, l'un des deux, normalement, ça devrait être possible. On ne peut pas s'inquiéter si en octobre, là, ça fait quand même court. Et hiver, voilà, ça dépend de la date exacte à laquelle on a commencé à recevoir les données. Ok. Et en complément, en tout cas en extension de cette réponse, une question qui est le tarif heure creuse est-il toujours gagnant?
Alors là, ça va dépendre en fait de votre profil de consommation, de vos habitudes. Si je prends un cas un peu caricatural, hein, mais donc, enfin, alors déjà pour resituer, parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde, le principe du tarif heure pleine heure creuse, c'est en fait un coût du kilowattheure qui va dépendre de l'heure à laquelle il est consommé. Donc assez, enfin, typiquement, c'est souvent la nuit ou voilà des heures où la consommation habituelle est faible. Donc c'est souvent à ces moments-là que il s'agit d'heures creuses. Et donc parce que ah oui, aussi une chose à préciser, c'est que la définition de ces plages maintenant, en plus, avec les Linky, elle se fait quasiment compteur par compteur. Donc, d'une personne à l'autre, même si vous êtes voisins, vous n'allez pas forcément avoir exactement les mêmes plages d'heures creuses. Donc voilà, je prends un cas, par exemple, personne dont la plage d'heures creuses se situe de 23 heures à 6 heures du matin, et les heures pleines, bah, du coup, le reste, hein, la partie complémentaire, donc de 6 heures du matin à 23 heures. Euh, En fait, c'est difficile comme ça sans avoir d'informations sur le profil de consommation de la personne, c'est pas possible de savoir si le tarif le plus avantageux, puisque si la personne consomme toute son énergie, toute l'électricité, principalement la journée, finalement, elle va se retrouver avec un tarif de l'électron qui sera essentiellement celui de la plage heure pleine, et du coup moins avantageux qu'un autre tarif comme le tarif base. En revanche, si cette personne a l'habitude ou fait attention à bien activer tous ses appareils à forte consommation la nuit, donc pendant la plage 23 heures 6 heures du matin, là où pour le coup, ça devrait, enfin, c'est même pas ça devrait, le tarif sera avantageux et donc le coût sur la facture sera moindre. Et ça dépend de chaque cas. En fait, c'est pour ça aussi, encore une fois, qu'on propose dans les rapports Mon Suivi Conso un module qui est vraiment sur mesure, qui vient regarder le profil de chaque personne et simuler avec les données réelles heure par heure la facture hypothétique suivant la formule tarifaire pour proposer celle qui est la plus avantageuse. Très bien, super. Et toujours dans l'extension de ces réponses, c'est fou comme les choses euh, s'enchaînent bien les unes après les autres. En rapport avec le compteur Linky, justement, donc là, j'ai essayé de faire un deux en un parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps. Il y en a encore une dernière chose à vous présenter en clôture de ces questions-réponses. Donc, j'essaie de te la faire synthétique, Robin. Comment savoir si la puissance souscrite est la bonne sans avoir de compteur Linky? Et est-ce qu'il est possible d'avoir une facture détaillée quand on est client Enercop, mais qu'on n'a pas de compteur? Bon, je sais pas si c'est très synthétique, mais en tout cas, j'ai essayé de faire un Alors, bah, document. je vais essayer de répondre à partir de ce que j'ai compris. Alors, sur la première partie, avoir un ajustement de la puissance souscrite sans Linky, bah, c'est ce qu'on faisait avant, hein, avant les Linky. Et donc, bah, là, le problème, c'est que justement, c'est compliqué d'avoir une mesure précise parce que, en fait, on n'a pas ces informations-là. Donc, une première chose que vous pouvez faire, c'est faire. Alors, il y a pas mal d'estimateurs qui sont disponibles en ligne qui vous permettent, en fonction de la surface de votre logement, de la situation géographique, de vos équipements, du nombre de personnes, etc., vous allez pouvoir obtenir une estimation grosse maille sur la puissance à souscrire. Et ensuite, si vous voulez aller encore plus loin, bah, malheureusement, sans compteur Linky et sans données relevées, euh, vous serez obligé de le faire par tâtonnement. Et donc, sur les derniers KVA, de faire un ajustement. Euh, ouais, le conseil que je vous donnerais, c'est éventuellement de souscrire un KVA en moins et ensuite de voir si ça tient ou si ça saute. Le problème étant que si ça commence à sauter régulièrement, enfin, voilà, ça va vous coûter des sous de changer la puissance souscrite moins de 12 mois après. Bon, vous pouvez également, enfin, ça, c'est vraiment la méthode par tâtonnement, peut-être la plus grossière en dernière cour. Vous pouvez quand même, si vraiment vous voulez avoir une puissance ajustée, faire un cumul approximatif de la puissance de vos appareils
Mais pareil, là, c'est soit vous avez des wattmètres, un wattmètre chez vous et vous pouvez mesurer la puissance de chacun de vos appareils. Sinon, il faut faire à partir des comment on appelle ça, euh, pardon, enfin de la fiche client, des informations que vous avez sur vos produits. Euh, mais voilà, c'est sûr que ça sera moins précis et plus compliqué à obtenir qu'avec un Linky notamment du coup, les rapports mensuels qu'on vous propose. Et la deuxième question, si... Alors, je suis désolé, j'ai un peu... Je ne l'ai plus en tête. Oui, alors je te la redonne. Est-ce qu'on peut avoir une facture détaillée quand on est client Enercop, mais qu'on n'a pas de compteur? Alors, facture détaillée, Et compteur Linky, je précise. ouais, sans compteur à Linky, de toute façon, ça sera du coup a priori de l'estimer. Alors, je crois que maintenant, vous pouvez voir même si vous n'avez pas de Linky, je crois que c'est presque si je dis pas de bêtises, une obligation de faire un relevé manuel chez vous régulièrement. Sinon, je crois qu'Enedis vous facture ce relevé-là. Mais du coup, alors là-dessus, je sais pas trop. J'avoue que le sujet de facturation, je le maîtrise moins. J'imagine que c'est possible à partir de données estimées, notamment découpage abonnement et consommation, puisque de toute façon, ça, c'est quelque chose que euh, on est capable d'avoir. Mais ouais, non, c'est vrai que là-dessus, je ne suis pas forcément le mieux placé pour répondre à tester sur l'espace client. Ok. Eh bien, écoute, peut-être une toute dernière pour clôturer ce temps de questions-réponses de Patricia qui demande est-ce qu'une lampe branchée dans une prise consomme, consommation rémanente, elle précise, même éteinte ou pas du tout, et les appareils branchés sur une prise multiple en veille? Je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde. Tout le monde se Ouais. pose cette question, je pense. Alors, a priori, une lampe, non. Parce qu'en fait, alors c'est sans trop rentrer dans le détail technique, mais en fait, c'est vraiment, ça dépend du type d'appareil. Une lampe, c'est globalement soit une LED, donc euh, j'avais dit que je rentrerais pas trop dans le détail, mais donc globalement, c'est des appareils qui ont pas de transformateur. Enfin voilà, en fait, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, l'exemple que je donnais avec le chargeur d'ordinateur portable, c'est tous les appareils qui ont un petit boîtier électronique, enfin, un boîtier euh, entre la prise secteur et l'appareil en question. Donc, une lampe, c'est un cordon tout simple. Donc, il n'y a pas de consommation cachée, de consommation rémanente. Euh, Après, sur la multiprise, encore une fois, ça va dépendre de ce que vous branchez dessus. Euh, une multiprise en tant que telle, elle ne consomme rien. Il n'y a pas de transformateur. C'est juste des branchements en parallèle. Et donc, nous, c'est un des conseils qu'on donne régulièrement, d'ailleurs, c'est justement d'utiliser des multiprises, parce que le gros intérêt d'une multiprise avec un interrupteur, c'est que vous pouvez, en un seul clic, éviter tout un tas de consommations rémanentes en fonction de ce qui est branché dessus. Typiquement, une box Internet, un chargeur d'ordinateur ou autre. Voilà, je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais... Si, je pense. En plus, c'est des appareils qui tournent quotidiennement, donc super. Mais écoute, Robin, je crois que tu as encore un joker à nous présenter. Ouais, Donc, je tout te à laisse fait. présenter ce super bonus. Ouais, je profite un peu de ce webinaire pour faire un petit peu de promotion à des collègues des services énergétiques d'Enercop. Euh, donc, juste rapidement donc sur enfin, pour vous situer le contexte, en gros, c'est dans le cadre d'un projet européen. Donc, Enercop accompagne 4 collectifs de citoyens, citoyennes engagés pour la sensibilisation aux économies d'énergie. Ces 4 collectifs sont situés en Île-de-France, enfin un en Île-de-France, un à Lyon, un dans le Pays d'Aigle et un en Bretagne. Et en l'occurrence, si je prends par exemple les économes Île-de-France, c'est du coup un collectif qui propose des animations avec un jeu de plateau autour des éco-gestes spécialement conçu par le collectif et qui s'appelle le 1000 Water.
Donc, pour celles et ceux qui n'auront pas fait le rapprochement, c'est un jeu inspiré du Milborn. Voilà, donc ils m'ont demandé de faire un appel à tous les citoyens, à toutes les citoyennes motivés pour rejoindre ces collectifs, peu importe d'ailleurs votre degré de connaissance sur les économies d'énergie. Et voilà, si vous êtes intéressé pour les rejoindre, encore une fois, quelles que soient vos compétences, ou même si d'ailleurs vous êtes curieux ou curieuse, n'hésitez pas à contacter. Euh, donc là, il y a les contacts en bas à droite, soit contact de Quentin Géraud ou du collectif Les Économes Île-de-France. Et voilà, donc c'était juste une petite parenthèse promo pour les personnes qui seraient intéressées d'aller encore plus loin sur le sujet des économies d'énergie. Mm, mm. Effectivement, c'est une très bonne solution pour s'engager un petit peu plus. Eh bien, merci Robin, merci tout le monde pour, enfin, d'avoir posé toutes ces, toutes ces riches questions. En tout cas, on a essayé de prendre le temps de répondre à celles qui avaient le plus d'engouement sur le chat et on est malheureusement désolé pour toutes les questions qui sont restées en suspens, sachant que quand même l'équipe en coulisses a fait un super travail euh, de réponse au fur et à mesure à vous donner par écrit. Donc vraiment, merci, merci les NR copains. Voilà, petit langage d'Enercop. Et juste avant de partir, puisque je vois que vous êtes encore nombreuses et nombreux connectés, je vais vous lancer un sondage de satisfaction pour nous dire ce que vous avez pensé de ce sondage. Donc, je ne sais pas si vous le voyez bien. Ouais, ça répond OK. Merci beaucoup. Et en attendant que tout le monde prenne le temps, quelques secondes, pour répondre à ce petit sondage, eh bien, on en profite pour vous remercier encore une fois. Merci Robin pour la clarté et la qualité de ton enseignement. Je pense qu'on en ressort avec plein de billes ce soir. Lisa, Clément, Adrien pour la synthèse des questions qui étaient très pertinentes. On espère que ça vous aura appris aussi beaucoup de choses. Et pour la vidéo du webinaire, oui, j'ai vu la question passer, on y a répondu en même temps. Ce sera accessible, si je dis pas de bêtises, sur YouTube et sur le village pour les sociétaires. On vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire qui se tiendra le 20 novembre sur modèle coopératif versus modèle capitaliste. Attention, suspense. Soyez nombreux le 20. Ce sera toujours un lundi à 19 heures. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à sûrement des mails de relance qui partiront, qui sont même déjà partis dans vos boîtes mail et vérifiez vos spams, on ne sait jamais. Voilà, eh bien, on vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures avec Enercop. Et rendez-vous sur le village pour les sociétaires si vous voulez continuer de débattre. Merci à toutes et à tous.